tandis que son compagnon achève de manger son repas, Lynn se lève et entreprend de ranger les assiettes dans le lave-vaisselle. Georges l'interpelle. « Tu utilises le lave-vaisselle, toi ?»« Bien sûr, il ne sert pas de décoration, il est là autant s'en servir. »« J'en ai un aussi, il était déjà installé quand j'ai acheté la maison, dit Georges. »« Je sais bien, c'est moi qui t'ai trouvé la maison, tu te souviens ?» lui dit-elle moqueuse. « Je ne m'en sers pas pour autant, ça ne sert à rien. C'est de l'énergie gaspillée pour rien. »« Tu me l'as déjà dit. »« Et l'eau, tu as pensé à l'eau ?» insiste Georges. « Oh, je pense que le lave-vaisselle utilise moins d'eau que si on fait la vaisselle à la main. C'était en tout cas un argument de vente quand j'ai acheté celui de la maison. Ceci dit, je lave souvent les casseroles à la main. »« Ben oui, tu le dis bien, c'est un argument de vente, bien sûr, » lui dit-il tout en la rejoignant dans la cuisine. « Et tu utilises une éponge à récurer ?» ajoute-t-il, la voix glissant dans les aigus sous l'effet de l'indignation. Il s'est levé pour apporter son assiette et ses couverts et a surpris Lynn en train de frotter le fond d'une casserole. « Dis, mais ça raye, ça !» dit-il. « Oh, ce n'est pas grave, et puis j'utilise bien plus souvent le côté doux. » Moi, si j'étais toi, j'achèterais de simples éponges, sans le côté vert pour écurer. Non, ça me convient bien, j'achète les moins chers, ça se vend en paquet de 10. Ok, si tu veux, mais rien ne t'empêche d'arracher alors cette partie, lui dit-il en montrant le verre foncé qu'il se met à détacher. Voilà, ça te prend 3 secondes et au moins tu préserves tes casseroles. Enfin bon, c'est mon avis, tu n'es pas obligé de faire tout ce que je dis, mais... Ok, je ne vais certainement pas me disputer pour une éponge, dit Lynn, qui ne peut s'empêcher de penser qu'elle s'incline une fois de plus alors qu'elle est dans son propre logement. Georges, toujours persuadé d'avoir raison, insiste généralement jusqu'à ce que Lynn cède. Dans tous les domaines, même pour un détail aussi futile, et l'accuse en prime d'être autoritaire et de vouloir avoir raison à tout prix. « Voilà, tiens, je vais tout de suite arracher celui de la suivante, » ajoute-t-elle, puisque je comptais quand même changer d'éponge. Mais après, tu ne viendras pas me dire que je suis dominante, parce que c'est qui est dominant, là ? Oh, mais je n'ai aucun problème à l'admettre, je suis dominant, calmement dominant. Lynn est contente qu'il l'admette pour une fois, mais s'abstient de tout commentaire pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Lorsqu'il est rentré chez lui, elle se remet au travail, jetant d'abord un œil à ses messages. Elle a un nouveau mail de Nalan. Il y a la réalité dans laquelle nous avons choisi de nous incarner et la part divine de notre être. Et lorsqu'on parvient à retrouver le chemin qui mène à cette part, alors on peut retrouver l'instant où tout est parfait et agir à partir de cet endroit. Quelque chose me pousse à te parler du silence. En cultivant le silence, on s'offre le temps d'évaluer l'impact de la parole, de son poids, sa pertinence. Souvent, le silence est la meilleure réponse. Il surpasse la parole. Souvent aussi, ceux qui s'expriment de cette manière impressionnent davantage lorsqu'ils prennent la parole. Ils ont pris le temps de réfléchir. Mais cultiver le silence ne signifie pas se taire de force. Il s'agit de faire un choix. Le choix de ralentir le flot de mots et de diminuer le flot de pensées qui le nourrit. Le soir, avant de s'endormir, Lynn s'agite dans son lit. C'est bien beau de philosopher, mais il y a des limites à la crédulité. Elle se félicite d'avoir pris rendez-vous en psychiatrie. L'attente de la première entrevue lui avait paru interminable, mais la voici enfin à la veille du rendez-vous. Inquiète, elle lance une nouvelle discussion animée avec son primate de mentor qu'elle convoque en pensée. Les difficultés relationnelles s'accumulent avec Georges,
qui demande continuellement plus d'attention. Il a réalisé le rêve de son adolescence, créer un théâtre d'art contemporain, un lieu ouvert à toute forme d'art contemporain, qui leur demande beaucoup d'énergie, de temps et d'effort. Les disputes de plus en plus fréquentes la laissent blessée et indécise. Il a pourtant de si belles qualités. Elle repense au succulent repas de fête qu'il avait préparé pour ses filles et elle, une tagine au poulet basquez et une autre au canard citron orange abricot pruneau, un délice. Sa mémoire lui resserre leur partie de fou rire au début de la relation. Et toutes ces phrases qu'il lui déclame presque sentencieux, alors qu'il exprime juste à voix haute la suite d'un monologue intérieur. Fait de hasard, de nécessité et d'histoire. Lynn, ne sachant trop ce qu'elle devait faire de cette phrase, avait rétorqué « C'est une citation, ça ?»« Non, c'est de moi. » »« Qu'est-ce qui est fait de hasard, de nécessité et d'histoire ?»« Ici, avait-il répondu, désignant son lieu d'art. « Ah, ok. » Elle adore ces phrases qu'elle consigne religieusement dans ses nombreux carnets qui lui servent de journaux intimes. Elle l'adore, lui, tout simplement. Si seulement ça pouvait être réciproque, se dit-elle subitement, retournant à sa peine. Tu vois, dit-elle mentalement à l'orang-outan, quand je me sens mal aimée, je me sens triste. Et quand je suis triste, je pense à la mort. Et toutes mes questions existentielles reviennent. Pourquoi est-il si difficile de croire qu'on reste en vie après la mort, alors qu'on passe indifférent à côté d'un arbre mort, complètement dénudé, plus une seule feuille sur le caillou, tout en sachant qu'il revivra au printemps. Bon, Georges m'avait répondu à cela, oui, mais il n'est pas vraiment mort, juste en hibernation, le rabat-joie. Après une courte pause, le bouillon de pensée reprend. C'est étonnant, non, le doute que provoque l'après la mort. Je ne dis pas qu'il y ait nécessairement quelque chose après la mort. Je ne sais pas. Personne ne sait. Si ce n'est pas une belle égalité, ça, entre tous les êtres. Étrange paradoxe quand même. On est seul et on fait pourtant partie d'une immense famille. Lynn poursuit son monologue intérieur. Certains voient la mort comme une nouvelle naissance. Toujours est-il qu'on est seul au monde et on meurt seul au monde. En es-tu bien sûr ? Intervient l'hominidé. En quelque sorte. Puis, pensant à une méprise, elle clarifie. J'ai dit on est seul, du verbe naître, pas on est seul. Je te signale que je suis dans ta tête. Je voulais dire c'est un point de vue. Et si tu changeais de regard ? Oui, ok, c'est vrai qu'il y a généralement plusieurs personnes autour, médecins, sages-femmes, pères de l'enfant, enfin pas toujours. Il n'y a pas toujours autant de personnes. Oui, mais toujours au moins une, tu ne crois pas ? Lynn comprend à l'œil rieur du singe. Oui, c'est vrai, bien sûr, suis-je bête. Bon, pense à la joie ressentie par toutes ces personnes qui gravitent autour du nouveau-né. Et tu crois vraiment qu'on voudrait manquer ta naissance suivante ? Là vient ma question centrale. Où ? Où est-ce ? Où s'en vont ? Lynn s'est mise à chanter. Où s'en vont ? Où vont les gens qu'on aime quand ils s'en vont ? Elle s'arrête subitement de chanter à la nouvelle pensée qui s'est formée dans son esprit. En même temps, on peut se demander pourquoi les gens sourient au moment de mourir. C'est peut-être que ce n'est pas si terrible que ça, cet endroit où l'on va. Ceci dit, quand on y réfléchit, tout ce qui a été écrit et dit sur le sujet provient de cerveaux humains. La vérité est donc à la fois inconnue et connue en soi. Chacun ses croyances.
à chacun de découvrir sa vérité. Oui, tout est déjà écrit, tout existe déjà, mais vous les humains, vous n'écoutez pas, vous n'en faites qu'à votre tête. Et c'est très bien. Ne va pas là où le chemin te mène, va où il n'y a pas de chemin et laisse une trace, lisais-tu ce matin dans ton livre de citations. Ouais, en attendant, je ne suis pas plus avancée dans ma brouille avec Georges. Et si tu visais la corniche? Corniche. Drôle de sonorité. Et je ne parviens pas à déterminer si c'est positif ou négatif. Espèce de corniche. Cornichon toi-même. Mais niche a une certaine connotation d'abri, asile, maison. Eh oh, fait le primat de Saint-Jean la chatte Mimi. Tu comptes revenir sur Terre à un moment ou un autre? Excuse-moi, j'adore les mots, tu le sais bien. Que voulais-tu dire? Va t'asseoir dans la corniche, prends de la hauteur, élève ta pensée, élève ton cœur, et regarde ta situation d'en haut. Prends de la hauteur, il est rigolo, lui. Il voudrait pas que je quitte mon corps aussi? Le lendemain, en arrivant dans le hall d'entrée de l'hôpital l'Erasme, Lynn découvre une phrase qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, alors qu'elle est déjà passée souvent en dessous de l'inscription. Quel motif l'homme a-t-il de souhaiter une longue vie, si ce n'est d'être utile au plus grand nombre? Utile au plus grand nombre, bougonne-t-elle, moi qui ne suis déjà pas foutu d'être utile à moi-même. Et puis, il a dit l'homme, Erasme, il a dit l'homme. Il n'est marqué nulle part qu'il s'adressait à la femme. À mon avis, il devait s'être déjà fait une petite idée du caractère multitâche de la femme à l'époque. Et puis, comme dit le proverbe juif, comme Dieu ne pouvait pas être partout, il a inventé les mères. Moi, je suis une femme et une mère, c'est déjà bon. Elle s'installe dans la salle d'attente après avoir signalé sa présence à la secrétaire, prend place en face de la seule autre personne présente et se met à l'observer. Une petite vieille, coupe au carré sans frange, mèche sagement ramenée derrière l'oreille, probablement la même coiffure depuis les 60 dernières années. Jupe grise de nonnette, descendant sous le genou, elle est occupée à changer méthodiquement de lunettes, prend un magazine, puis baisse soudain le menton et regarde son écharpe disposée sur sa poitrine comme le ruban rouge habituellement affiché en solidarité vis-à-vis des victimes du sida. Détache l'épingle de nourrice qui la maintenait à son gilet bordeaux et enlève l'écharpe. La dépose sur son loden vert sapin sagement rangé sur le dossier de la chaise voisine. Elle paraît parfaitement normale aux yeux de Lynn. Lorsqu'une femme appelle son nom, la petite dame se lève lentement, prend ses affaires et suit sa thérapeute. Lynn prend machinalement un magazine qui traîne sur la tablette. Elle n'a pas le loisir de le feuilleter longtemps, car déjà la psychiatre l'appelle. Blonde, jeune, rondouillette et jolie, l'air faussement jovial. Lynn perçoit d'emblée le caractère professionnel du sourire. À peine la psy a-t-elle posé la question d'usage « Que puis-je faire pour vous ?» que Lynn lui déballe en vrac une flopée d'informations. Les cauchemars, les croyances, l'impression de recevoir des signes, d'être guidée, et surtout la terreur de découvrir qu'elle est folle, qu'elle perd pied, qu'elle prend des fantasmes pour la réalité. Le médecin l'écoute patiemment et lui pose la question. « Vous pensez que vous entendez des voix ?» Si j'entends des voix, un festival, là, t'as Joyeux qui chante Alléluia en boucle, Grincheux qui râle, qu'est-ce que c'est que cette sensation de brûlure que j'ai au coude, ça fait un mal de chien, même de gros chien.
d'un rêveur qui espère que les difficultés relationnelles avec Georges vont s'aplanir. Au lieu de lui livrer ses pensées, Lynn se contente d'un sobre « je n'entends pas réellement des voix, c'est plutôt comme des intuitions ». Tout à coup, je sais quelque chose en me demandant d'où me vient l'information. Ou alors je pense à une personne que je n'ai plus vue depuis un certain temps et justement je la croise par hasard quelques instants plus tard. À la fin de la consultation, la psychiatre la rassure sur un ton aimable mais ferme. Non, vous n'êtes pas schizophrène. Soyons clairs. Vous n'avez pas de maladie mentale. Vous avez trop d'imagination, c'est tout. Elle lui recommande chaudement de participer à une formation sur la gestion du stress par la pleine conscience. Après avoir posé quelques questions, Lynn accepte et prend le post-it sur lequel la psychiatre a inscrit le numéro d'appel pour les inscriptions. Elle quitte l'hôpital rassurée. Les pensées ne se bousculent pas moins pour autant dans sa tête, tandis qu'elle est assise dans le métro. Elle se remémore la pensée qu'elle a développée en rêve avec Mento. Le problème de toute religion, c'est que les gens ont besoin de croire au miracle, besoin de fuir la réalité parfois trop dure. Peut-être que personne n'a besoin de religion. Tout le monde a un cerveau. Qu'existe-t-il de plus puissant que cet organe ? Le cerveau est capable de trouver toutes les parades, songe-t-elle. Quand la réalité est trop dure à supporter, il se fait un petit cinéma. Elle se remémore l'engouement autour de certains visionnaires. Elle-même avait suivi, impressionnée, le témoignage filmé d'une jeune chamane américaine. Quel bonheur avait-elle éprouvé à l'écouter ? Elle avait d'emblée senti son niveau d'énergie remonter d'un coup. Elle s'était sentie requinquée, revitalisée, pleine de courage, d'espoir, d'optimisme. Elle y croyait, elle voulait y croire. Et elle approuvait le conseil de la chamane. Quand vous allumez la télévision et que vous tombez sur des actualités négatives, changez de chaîne. Elle partageait clairement sa vision selon laquelle plus les gens regardent l'horreur, demandent à voir l'horreur, plus les journalistes leur donnent ce qu'ils demandent. Une logique forgée par l'appât du gain. Plus c'est horrible, plus c'est sinistre, plus c'est macabre, plus ça vend. Ce n'est pas difficile d'être heureux, c'est difficile de renoncer au malheur, lui resserre sa mémoire. Et un nouveau monde serait possible en se focalisant tout simplement sur le positif, s'était interrogée Lynn, qui avait été assaillie par le doute en écoutant la fin du récit. La dame avait vécu un événement insurmontable, intenable. Son inconscient n'avait-il pas automatiquement mis en place un mécanisme de survie ? Elle expliquait que c'était une question de vie ou de mort, ce traumatisme qu'elle évoquait de son enfance. Se pourrait-il que son cerveau, son inconscient, son subconscient, bref, l'un des loustiques là-haut, ait trouvé la meilleure parade qui soit pour elle à ce moment précis de sa vie ? Des êtres de lumière, des êtres supérieurs vont revenir, vont venir nous sauver, disait la chamane. Lynn aussi avait envie d'entendre ce discours. Il lui rappelait cette bande dessinée qu'elle avait adorée quand elle était à l'école primaire. Elle racontait l'histoire d'extraterrestres venus sauver la planète. Ils étaient dans un bateau et déversaient le contenu de jerrycans dans la mer, qui, comme par enchantement, se teintait de bleu turquoise au fur et à mesure que le produit magique se répandait dans l'eau. Lynn secoue la tête dans l'espoir utopique de voir ses pensées s'agiter une dernière fois avant de volter, tels des flocons de neige artificiels, et se déposer sur le fond du bocal qui lui sert accessoirement de cervelle.
pris l'habitude, le soir avant de s'endormir, de recourir à la technique du rêve lucide. Au réveil, elle écrit ce dont elle se souvient de ces longues conversations qu'elle a avec son amie Orang-Outan. Parfois, c'est en journée qu'elle laisse ses pensées courir au gré de son imagination. Une pensée la ramène aux actualités qu'elle a entendues le matin au réveil. Un nouveau tremblement de terre, au Chili, d'une magnitude de 8,2. Tant de dégâts, de catastrophes naturelles. À croire que le monde tourne fou, se dit-elle, dodelinant de la tête. La pollution est-elle en cause, se demande-t-elle. Le réchauffement climatique? Les animaux devraient se rebeller, songe-t-elle. L'homme détruit leur habitat, de nombreuses personnes tirent la sonnette d'alarme, pourtant la majorité des gens poursuivent leur vie comme si de rien n'était. Et bien évidemment, quand une catastrophe se produit, on dénombre les morts et les blessés, mais personne ne songe à compter les animaux parmi les victimes. Moi, j'aimerais faire croire que les animaux ont le pouvoir, puisqu'ils nous surpassent en nombre, de nous exterminer à leur tour. Mais peut-être n'ai-je plus toute ma tête déjà, ajoute-t-elle à l'intention du primate qui s'est matérialisé devant ses yeux. J'ai parfois l'impression qu'il me croit folle. Qui? Je ne suis d'ailleurs moi-même pas sûre de ne pas l'être, c'est tout dire. De qui parles-tu? Mes collègues, par exemple. Es-tu bien certaine qu'ils te croient folle? N'est-ce pas là précisément l'exemple d'une attaque de parano? Ben justement, la parano, c'est bien une maladie mentale, non? Mento, j'ai peur d'être folle. Qu'est-ce que la folie? Ne sommes-nous pas tous un peu fous? N'avons-nous pas tous nos peurs, nos angoisses, nos démons? Excuse-moi, tu me fais rire. Tu parles de démons, tu n'as pas vu ta bouille? On dirait une peluche. La peur, ça pourrit tout, ça détruit tout. C'est une arme de destruction massive, la peur. Donc, quand tu entends ta sœur raconter qu'elle trouve systématiquement une place de parking depuis qu'elle a vu Le Secret, ou Nalan dire qu'elle suit toujours ses intuitions, tu leur réponds oh oui, moi aussi, mais ensuite tu les traites de folles. Ah, bravo, ironise Lynn qui maugré. Ouch, mon mental vient de me lancer une pique. Tout doux, l'ami, ajoute-t-elle à l'intention de son ego. Tu les traites de folles, Nalan et ta sœur, insiste Mento patiemment. Non, non, je pense à de moi, pas des autres. En même temps, elles ont aussi quelques perles à leur collier. Comment être sûre qu'on ne se fait pas un cinéma? Elle se tait songeuse. D'où lui vient cette passion pour les orangs-outans? Pourquoi est-elle si affectée par la destruction de leur habitat? Beaucoup se passionnent pour d'autres pensées apocalyptiques, note, se dit-elle en repensant aux prédictions de fin du monde. Quelle bouse de taureau! Bouse de taureau, tu n'as pas fait d'anglais? Taquine-t-elle Mento. Puis, redevenant sérieuse, j'aimerais faire taire cette petite voix qui me taraude. Bon sang, fais quelque chose. Sans blague, c'est un poids trop lourd sur mes épaules. Qui suis-je pour me faire entendre? Crois en toi, tu es plus forte que tu ne le penses. Le cliché, on dirait une réplique de film, le singe. Fais-toi confiance, tu trouveras bien un moyen. Cesse d'avoir peur, reprend l'hominidé. Ne comprends-tu pas à quel point les peurs sont des chaînes? Oh, et là tu me sors le violon. C'est vite dit, cesse d'avoir peur. Mais moi je sais ce qu'il se passe dans ma tête. Quand je suis allée pour recevoir un shiatsu du visage, je n'ai même pas reconnu Nalan, mon ami, alors qu'il n'y avait que 2 ans que je ne l'avais plus vu.
Je me souvenais sans peine de sa voix, de sa gentillesse, de son rire, de son humeur joyeuse, mais pas de son visage. Si ça tombe, je suis alexithymique, limite autiste. Ou bien j'aurai un déficit d'ocytocine. J'ai regardé une émission l'autre jour. Allô Thierry, l'interrompt le primate. Arrête l'hypocondrie, Lynn. Tu as toujours cru que tu avais toutes les maladies possibles et imaginables. C'est bien simple. Dès que tu lis quoi que ce soit sur une maladie, tu es persuadé que tu l'as. Bon, j'exagère, mais ce n'est que de la peur. De la peur, répète-t-il en détachant les syllabes. Non, sans blague, reprend Lynn. Je dois souvent réfléchir quand je rencontre une personne qui me salue parce qu'elle est hors contexte, parce qu'elle n'est plus derrière son guichet ou son comptoir. Et aussi, je me surprends souvent à me demander quel âge ont les gens. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? T'essayes de dater les spécimens? Lynn ne relève pas et s'entête. Pourtant, lorsque des jeunes racontaient dans l'émission leurs difficultés à « Et si c'était plutôt le secret de la vie, la coupe, le primate ?» Tu as percé le secret. As-tu seulement conscience du cadeau qui t'est offert? Tu te sens proche de Nalan, tu ressens les mêmes choses qu'elle au même moment. Vous apprenez les clés de la vie simultanément. Oh, oh, fait-elle, s'imaginant en paysanne tirant sur les rênes de la mule pour couper court à son emballement. Si c'est pour me faire croire que je suis investie d'une mission, je t'arrête tout de suite. Là, c'est l'hôpital psychiatrique direct. Très peu pour moi. Le visage de Lynn s'est fermé. Mento relève le changement. Pourquoi t'assombris-tu soudain? Ce n'est pas de la schizo, ça? Se croire investi d'une mission? Arrête. Comment peux-tu travailler, élever tes enfants seuls, gérer un ménage en souffrant d'une maladie mentale? Ceux qui t'ont blessé en te traitant de folle, c'était de la méchanceté. Il y a des gens méchants pour toutes sortes de raisons, la plupart du temps parce qu'ils souffrent. Tu n'es pas obligé de les côtoyer. Évite le négatif. Ce que tu ressens, cela porte un nom. L'amour universel. Tu ne serais pas un peu allumé par hasard? Tu serais un peu plus remplumé, on pourrait te prendre pour un petit Bouddha, mais quand même.